BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. Merci d'être là, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je suis très heureux de vous retrouver pour Tech & Co, la quotidienne, tout au long de cette semaine. On est là, vous le savez, de 19h30 à 21h, radio, télé, les replays, les podcasts qui vous attendent ensuite. Et vous le savez, chaque soir sur BFM Business, on plonge dans l'actualité tech. Avec ce soir, justement, au sommaire de ce Tech & Co, eh bien, on va revenir sur cette grève qui pourrait coûter très très cher à Samsung. Et oui, les salariés de Samsung qui menacent de faire la grève, ça pourrait coûter jusqu'à 20 milliards à Samsung. On va tout vous expliquer. Puis on reviendra sur cette mésentente entre Apple et OpenAI concernant Siri. Les contrats n'ont pas été respectés entre ces deux géants. On va tout vous expliquer. Et puis, tiens, on s'intéressera à la route du Rhum qui aura lieu en novembre prochain. On rencontrera un skipper qui fera cette route du Rhum sur un monocoque bardé de technologie, évidemment de la connectivité, des capteurs partout. On découvrira à quoi ressemblera peut-être le bateau de demain, justement, avec notre invité tout à l'heure. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne, en ce lundi. Un grand merci d'être là, de nous avoir choisis. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'Actu Tech, vous le savez, 1 heure pour prendre le temps et nous plonger tranquillement sur les sujets d'actualité tech du jour avec nos experts qui sont là et qui ont chacun évidemment des choses à dire. Christophe Holnet est là. Salut Christophe. Bonsoir François. Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. À tes côtés, c'est Hugo Borenstein qui est là ce soir. Salut Hugo. Salut. Cofondateur et président d'Omi. Et puis nous avons aussi Clément David. Salut Clément. Salut. Président de Theodo Cloud. Voilà, joli petit casting ce soir. Hein, ça va débattre tranquillement sur l'actualité tech. Si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, hein, allez-y. Hein, mais jamais les mains. Hein, jamais. Pas de violence, Clément. Parce que je sais que tu es un fan de MMA, toi. Attention, on est sur BFM Business. Ce soir. Voilà, on n'est pas sur Netflix. Alors, on va commencer par cette grève générale de 18 jours qui pourrait être votée là, dans les heures qui viennent par les salariés de chez Samsung. Alors, on est en Corée du Sud. Et cette grève a un coût estimé, écoutez bien, à 20 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que, en fait, Samsung fabrique énormément de composants, évidemment pour les smartphones, les PC, mais aussi en ce moment pour les géants de l'IA, et notamment pour Nvidia, des mémoires hyper spécifiques, hyper rapides, etc. Et si tout s'arrête, si la machine Samsung s'arrête, ça pourrait être une catastrophe. Et je voulais qu'on en parle parce que c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet. Visiblement, la direction n'arrive pas à s'entendre avec les salariés de Samsung. C'est inédit cette situation, Christophe. Ah oui, c'est surprenant parce qu'on n'a pas cette image de la Corée. On pensait que pour une fois, c'est pas la France qui est mise en avant avec une grève. Non, ça existe. Pour une fois qu'on parle de grève ailleurs qu'en France, ça existe fait plaisir. ailleurs. Ça existe ailleurs. Vrai. Et ça peut être très dur, effectivement. Et je crois que ça fait peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, ou voire un peu plus que. Et c'est assez récent qu'il y ait des syndicats chez Samsung. Il faut bien voir, Samsung, c'est une énorme boîte. Ça représente, je sais pas quoi, 20 à 25% du PIB de la Corée, 26% de la capitalisation boursière. Donc c'est énorme, avec des impacts évidemment mondiaux. Donc effectivement, ce qu'on découvre dans cette grève, c'est que c'est pas seulement un problème pour Samsung, mais surtout pour tout l'ensemble de la supply chain de l'intelligence artificielle, sur lequel on réalise finalement que c'est pas seulement du cloud, des algorithmes, du logiciel, mais aussi finalement l'IA est une véritable industrie. Avec du matériel, du hardware, la nécessité de construire les serveurs, les data centers. Et effectivement, ce qui est aussi assez étonnant finalement avec cette vague IA, c'est à quel point finalement à chaque niveau, à chaque couche, il y a un monopole ou un tout petit oligopole. Il y a ASML pour les machines graphiques. Après, il y a TSMC comme fondeur. Au-dessus, il y a Nvidia. Sur les LLM, il y a une sorte de petit oligopole qui d'ailleurs se fait concurrence et n'arrive pas à beaucoup capter la valeur. L'essentiel de la valeur aujourd'hui du profit va vers les acteurs de l'infrastructure. Et Samsung fait partie de ce maillon, est l'un des maillons de cette chaîne-là. Voilà. Il a deux concurrents, SK Hynix et Micron, mais finalement il fournit
des sous-composants dans les chipsets NVIDIA qui sont ces composants à et s'il n'y a pas ces composants dans les chipsets NVIDIA, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et alors, ce qui va se passer, c'est que NVIDIA, il faut bien comprendre aussi que la fabrication de ces composants-là est une fabrication un peu comme de l'horlogerie de très très haute précision en salle blanche, et que la perspective pour NVIDIA de voir que certains composants sont des puces issues de la grève, ça lui fait peur. Il se dit il va peut-être y avoir des défauts, sachant que un des éléments clés dans la production de ces outils-là, c'est le yield management, c'est le rendement et le très très faible taux de défaut. Et donc là, effectivement, il y a cette crainte-là, donc qui peut les détourner de Samsung, qui peut créer également des sujets de dédommagement, et donc l'impact financier d'image, il est énorme pour Samsung, tel point qu'on se dit il est finalement tout stratégique, tout stop, si je puis dire, et le gouvernement veut s'en mêler. Alors c'est peut-être là où la comparaison va s'arrêter avec la France, parce que le gouvernement a bien l'intention d'arrêter la grève, et on va voir ce qui va se passer. Voilà, parce que là, tout se joue dans les heures qui viennent. Je crois que en fait, il y a une date butoir qui est le 21 mai, donc c'est dans 3 jours. Et alors, on vous explique pourquoi, en fait, les salariés Samsung font grève. Parce que c'est quand même important de savoir, et c'est légitime, parce que Samsung a enregistré des records de résultats monstrueux. Mais c'est pour ça que c'est la grève qu'on aimerait bien avoir. C'est-à-dire que quand on dit mais pour une fois celle-là elle n'est pas chez nous. Mais non, mais c'est vrai. C'est pas une grève parce qu'ils virent des gens là. Non. C'est parce qu'ils gagnent tellement d'argent que les salariés veulent leur part du gâteau. Mais non, mais c'est ça qui est l'enfer, c'est que nous on a les grèves de Sudrail parce qu'ils déplacent la salle de pause ou parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait grève, alors pourquoi pas. Alors que eux ils ont une grève de Samsung parce que ils ont multiplié par 50 le chiffre d'affaires en un an. On salue tous les cheminots qui écoutent Tech & Co, bien évidemment. J'ai une vraie passion pour Sudrail, mais le truc c'est, moi j'aimerais bien qu'il y ait un acteur industriel français, je sais pas qui, un Thales, un Dassault, ce que tu veux, qui soit capable de nous dire, alors ils font des super trucs notamment sur le cloud, etc., mais soit capable de nous dire, on a sur du hardware de très haute technologie multiplié nos revenus par 50 sur une année. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même un truc qui est, cette grève, la fondation de la grève, c'est quand même une surperformance économique extraordinaire. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, après le Covid, on s'était dit, bon, on espère que ça arrivera plus jamais, les bateaux bloqués à Shenzhen ou je sais pas où, et résultat, ils sont encore bloqués. Plus produire les Tesla, etc. On se rend compte que la chaîne est toujours aussi fragile et que, par exemple, sur ces mémoires-là, tu as 3 boîtes qui les produisent dans le monde. Bon, c'est non seulement la chaîne est toujours aussi fragile, mais en plus on a une surdemande par rapport à l'époque Covid qui fait que la crise est sous stéroïdes. Donc c'est un peu l'IA qui, avec ses revenus extraordinaires, génère les crises qui vont mettre en danger sa chaîne de production IA. Donc il y a un côté en plus pompier pyromane qui est compliqué. Quoi. Voilà, et donc ils veulent leur part du gâteau. C'est-à-dire que quand on annonce, je crois que Samsung a annoncé 1000 milliards de valo là il y a pas longtemps. Ils viennent de dépasser. Ils se disent ok, bon voilà, très bien, bravo. Intéressement au bénéfice. Donnez-nous un petit quelque chose quoi. Et la direction ne veut pas céder en fait. C'est pour ça que à l'époque Christophe aurait donné, c'est ça la question. Est-ce que toi t'aurais fait le chèque à l'époque? Christophe. Moi je suis je suis tout à fait favorable à partager la création de valeur, bien sûr. Bon écoutez, chez Samsung, embauchez Christophe Holnet. Tu parles coréen couramment en plus je crois. Non pas vraiment. Zut. Pas vraiment. Ça va être un peu compliqué. Oui. Hugo. Merci. Hugo. Ouais. Avec plaisir. C'était Merci pour l'invitation. Hugo fait grève aussi, c'est pour ça. Il est un peu comme les salariés de chez Samsung. Non, je plaisante. Non, mais ça fait un peu fin d'un cycle, effectivement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est quand même des infrastructures qui ont mis des décennies à être construites, à être mises en place. Tu peux parler de Samsung, mais tu peux parler de ce qui se passe à Taïwan. Tu peux parler de toute la délocalisation en Asie, grosso modo. Ça ne tient pas aujourd'hui face à l'écart de richesse qui est créé par les boîtes qui sont les boîtes clients. Donc, c'est un des endroits où ça fait tâche, là. Mais du coup, tu l'as effectivement sur toute la chaîne, parce que toute la chaîne a été construite pour un monde où déjà l'écart entre la production et le bénéfice pouvait être très élevé, donc production délocalisée, bénéfice occidentalisé, très élevé. Mais là, on est dans des rapports je sais pas, mais de 1 à 10 millions, de 1 à 1 milliard. Donc ça marche plus. Et l'autre truc auquel ça me fait penser, c'est que vu de chez les Américains, ça c'est une originalité. Donc dire qu'on va être en grève pendant 18 jours et qu'on veut un cut, une commission sur les ventes de son client, c'est pas très américain dans la philosophie. Donc c'est aussi possible que leurs acheteurs, leurs donneurs d'ordre, effectivement, se détournent. Maintenant, il n'y a pas d'alternative, puisque tu les as cités, tu as cité les 3-4 piliers, du fondeur au concepteur au fabricant, à celui qui fait la mémoire, comme Samsung. En fait, tu as une poignée ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, les mecs sur qui tu peux bosser. Mais l'effet culturel...
vois, je vois mal le management de Nvidia, qui a en plus une culture un peu sévère, ou un peu à la Amazon, tu vois, c'est-à-dire que les employés sont des rouages d'un système et ils sont pas tout à fait en mesure de demander quoi que ce soit. Aimer ça, je pense que ça peut leur faire peur, une grève, déjà le mot ils le connaissent pas, et une grève de 18 jours. Sur le bénéfice, c'est un peu clivant quoi pour eux. Parce que les conséquences que ça a, Christophe, c'est que évidemment, ça fait perdre beaucoup d'argent à Samsung, et puis ça peut gripper. En fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ça peut gripper en fait tous les maillons de la chaîne, de la production à la fois de puces Nvidia. On va parler de Cerebras dans un instant, mais aussi de tout ce qui est électronique grand public, la mémoire sur les smartphones, sur les tablettes, sur les PC. Oui, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un appétit énorme pour toutes ces puces-là, et Nvidia lui-même. Il n'y en a pas assez. Nvidia, si en plus pendant 18 jours. On attend les résultats d'Nvidia la mercredi. Tout le monde est pendu à ces résultats en demandant. Ils vont peut-être annoncer d'ailleurs que TSMC n'a pas les capacités de production pour produire tout ce qu'ils ont dans leur book, en commande. Donc si tu veux, la supply chain est sous extrême tension, et le fait qu'un acteur majeur comme Samsung arrête pendant 18 jours, surtout que encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'arrêt de 18 jours, mais il y a le temps de reprise qui est très très important. Oui, parce que tu n'appuies pas sur un bouton. Voilà. Il y a tout un environnement extrêmement... Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que c'est un environnement de production sous énormes contraintes, dans des conditions de température et de pression, et qu'il faut être très très vigilant par rapport à ça. Et ça va mettre beaucoup... Le ramp-up va être très important ensuite. Et donc, on imagine très bien que si il y a moins de puces Nvidia, ça a des impacts énormes sur tout un tas de secteurs. Ça peut créer des faillites boursières. Par exemple, les gens qui construisent des data centers, qui ont bâti tout leur modèle autour du fait que, je pense au Oracle et à tous ces gens qui en fait ont bâti des business models de construction de data centers, qui se sont endettés énormément sur la base de business plans qui prévoient la mise en service du data center à telle date. Si c'est retardé de 6 mois, le business plan, il est par terre. Dans un contexte assez difficile comme aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, etc., ça peut avoir des conséquences importantes. Voilà, alors les syndicats réclament notamment une hausse des salaires fixes de 7%, la suppression d'un plafond limitant les primes et une redistribution plus favorable des profits. Et ce qui leur a mis un petit peu la puce à l'oreille et ce qui les a poussés à faire la grève, c'est que leur principal concurrent, qui est SK Hynix, justement, lui a ouvert les vannes. La direction a ouvert les vannes auprès de ses salariés en disant, écoutez, on va partager les revenus qui explosent en ce moment. Et ce qui est quand même dingue sur ces revenus, parce que ça me fait penser à Intel, qui était au fond du trou et qui finalement, par ce jeu de cette énorme... vague d'investissement sur l'IA et sur les composants, est en train de sortir de l'eau. Sort de l'eau, et finalement, c'est que ça apparaît quasiment miraculeux. C'est dingue. Le CEO l'a presque dit lui-même. C'est miraculeux pour eux. Non, mais alors le truc, c'est que ça montre quand même les limites d'un système. Parce que l'IA, on te propose des abonnements où tu peux consommer 1 tonne de tokens pour, 100 € par mois, tu as un abonnement pro ChatGPT, avant que tu maxes ton token, il faut quand même y aller. Donc on te propose quasiment de l'illimité. Dans un monde où en fait c'est tout à fait limité. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une limite à cette course à la capacité de calcul. Et que ça a de la valeur en fait. Et qu'en fait c'est une limite physique, c'est une limite c'est une limite hardware. Donc le truc c'est que moi je serais Nvidia, effectivement je préférerais faire... Tu citais qui a augmenté ses employés SK Hynix. Bon, je les connais pas, mais je pense que c'est plus vertueux comme démarche dans une course où tu te bagarres pour les plus gros cerveaux au niveau des modèles, les plus grosses commandes pour sécuriser ta supply chain. Et maintenant, le truc va se gripper parce que Nvidia ou Samsung, mais le donneur d'ordre à la fin n'est pas en capacité d'augmenter les salaires de 7% de je sais pas quoi. Donc c'est rigolo parce que la conquête à coup de package à 500 millions pour le chercheur, pour le prix d'un chercheur, j'imagine que tu peux augmenter les salaires de ton usine, tu vois. Donc intéressant qu'il ne l'ait pas fait. Ou que... c'est peut-être le début, j'en sais rien. Si ça se fait pas, c'est curieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, au tout début de ton intervention, Christophe, le gouvernement va sans doute sonner la fin de la récré très vite. C'est peut-être la différence qu'il y a entre la France et la Corée du Sud. Au bout d'un moment, il faut que tout le monde rentre dans le rang. Mais ça dure en tout cas. Même si les relations sociales peuvent être très violentes, y compris les manifestations en Corée, il y a un historique de violence en fait, dans la société. Beaucoup tout à fait. Et puis le gouvernement sud-coréen qui n'est pas ça reste exempt. Une démocratie quand même. Et puis le gouvernement sud-coréen qui n'est pas exempt aussi de fautes et qui a un passé quand même assez moyen, on va dire. On enchaîne, on reste toujours dans ce sujet lié à l'IA et aux puces. On va parler de Cerebras, parce que c'est la plus grosse
introduction en bourse de l'année aux États-Unis. Pour sa cotation, Cerebras Systems a levé environ 5,55 milliards de dollars, ce qui porte sa valorisation à plus de 55 milliards de dollars. Spécialiste des processeurs géants, Cerebras multiplie les accords et tente de concurrencer Nvidia. Clara Bidot nous raconte tout ça et puis après, on parlera de Cerebras sur le plateau de Tech & Co. Fondé il y a 10 ans en Californie par l'entrepreneur américain Andrew Feldman, Cerebras Systems fait aujourd'hui partie des entreprises qui affolent la Silicon Valley. Les chiffres donnent le tournis, une activité en hausse de 76% sur un an pour un chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard de dollars. Le fabricant s'est spécialisé dans les puces capables de faire tourner des modèles d'IA avancés. Pour se démarquer, il mise sur des puces géantes, des plaques de silicium de la taille d'une assiette, jusqu'à 58 fois plus grandes que certaines cartes graphiques de Nvidia. L'entreprise cherche maintenant à moins dépendre de ses deux principaux clients, basés aux Émirats Arabes Unis, le groupe GP42 et l'université Mohammed bin Zayed. Et les géants du secteur de l'IA se bousculent. OpenAI a signé un accord de 20 milliards de dollars avec le fabricant. Amazon, Meta ou encore Mistral AI font aussi partie des clients. Voilà, Cerebras, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu dans Tech & Co ces dernières semaines, mais c'est vrai que ça n'a pas l'aura d'un Nvidia, et pourtant c'est une boîte qui conçoit des puces géantes dédiées à l'IA, qui se positionne comme un concurrent direct de Nvidia et d'AMD aussi. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus petits, ils ont une autre philosophie, je crois, hein, Christophe. C'est-à-dire qu'eux fabriquent des énormes plaques avec des processeurs qui sont tous connectés les uns aux autres. En fait, quand TSMC produit, il produit des galettes de chipsets, les wafers, non ? Les wafers, donc sort de cette opération-là, c'est à peu près la taille d'un gros iPad. Et en fait, ça... ce que fait Nvidia, c'est qu'il découpe en morceaux pour faire des GPU. Et après, il réassemble ces morceaux dans sa carte graphique. Dans sa carte graphique. Et là, ce qu'ils ont dit, ils ont dit plutôt que d'avoir, je sais pas, 1000 ou je sais pas combien GPU, en fait, je vais tout laisser. On va garder l'ensemble des... Je vends ma plaque entière. J'utilise la plaque entière comme une espèce d'énorme processeur qui contient beaucoup de GPU. Voilà. Et l'intérêt, c'est que si tu découpes en 100 morceaux, si tu gardes ensemble, ça va être beaucoup plus que 100 parce que, en fait, tu bénéficies du fait qu'il y a une proximité. Il y a une proximité, donc il y a moins de latence. Ça va très vite, les échanges d'informations, il n'y a pas de latence, et tu as du coup un effet exponentiel en termes de puissance. La contrepartie, c'est que ça chauffe terriblement. C'est-à-dire que sur ces galettes-là, il faut quasiment mettre un système de refroidissement intégré. Donc avant que ce soit dans ton téléphone, il va se passer un petit peu de temps. Ouais, c'est ça. Ça sera plutôt dans les barbecues que dans les téléphones. Clément, excuse-moi. Non, mais c'est pas ce qui se passe. Voilà, les bougeours. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai compris de la... Il faut le dire que Léa n'est pas là et résultat, voilà, c'est ça. Quand Léa n'est pas là, les souris dansent, on peut le dire. Oui, donc Cerebras. En fait, on était là il y a, je crois, 15 jours avec Lucas Perronin. On disait que ça va être un bon thermomètre pour le marché, cette introduction en bourse, pour que le marché nous dise, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des grosses introductions en bourse, tech, etc. Ouais. On va voir ce que le marché nous dit de comment il voit le futur. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des boîtes qui ont quand même une valeur qui est très très décorrélée de ce qu'ils sont capables de produire en termes de chiffre d'affaires, ils perdent beaucoup d'argent, etc. Le marché est content. Il y a quand même tout pour que ça se passe mal. Ouais. C'est-à-dire que on a des taux élevés. On a une guerre, un pétrole qui est à plus de $100 le baril, on a une guerre, machin. On a une boîte qui perd de l'argent. On a plus de 80% du chiffre d'affaires qui vient des Émirats. Donc déjà d'un seul client, mais en plus d'un client sur lequel il y a une enquête parce que c'est les US, etc. Donc en fait, c'est quand même... Ils ont eu un joli contrat avec OpenAI de 20 milliards. Mais qui pour l'instant génère pas encore de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est de la projection. Et donc le truc, c'est qu'il y a tout pour que ça se passe mal. Et ça se passe hyper bien. Ça veut dire que la bulle a de beaux jours devant elle. Et c'est ce qu'on voit, tu vois, quand tu regardes le S&P 500 et que tu vois que les boîtes tech, alors qu'aujourd'hui, le pire truc pour plomber l'économie, c'est quand même le prix du baril. Il y a une guerre avec clients, avec la valo des boîtes tech, et comme ça, tu te dis qu'en fait, ça va pas chuter demain, quoi. Les boîtes IA, les boîtes tech IA, pas les boîtes logicielles. Pardon, les boîtes tech IA. Mais c'est vrai que, comme prise de température, ça va bien, merci pour tout, on avance. Et puis c'est toujours le même argent. C'est incroyable ça. Non mais attends, pourquoi on n'invente pas ça, nous, le même argent qui se recycle partout? Parce que le beau contrat, c'est le contrat de OpenAI. Donc c'est 20 milliards qui viennent de Microsoft. C'est l'argent de qui? Non mais c'est quand même formidable de recycler le même argent dans le même circuit pendant
Ça fait 4 ans. C'est pour ça qu'on parle de bulle depuis un moment. C'est-à-dire que le jour où tout ça va commencer à se gripper, si ça se grippe, ça va être compliqué. Avec ce que tu racontais sur le sujet et sur Samsung, où en fait, tu as un monde fini en face pour venir servir tout ça. Donc la promesse d'infini, la promesse de nouveau monde, la promesse un sujet dont on va parler après, je ne le présente pas, mais d'avoir chacun une voiture connectée dans 24 mois, elle n'est pas réaliste puisque c'est le même argent. Il n'y a pas de nouvelle création de valeur dedans. C'est ça qui est fou, c'est qu'un jour, une news à la Samsung fera tout exploser et on ne saura pas pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que ça a explosé alors que ça aurait pu exploser 6 mois avant, 6 mois après. Je veux dire. Mais manifestement, c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, il y a aussi, je veux dire, ça signifie qu'il y a une vraie attente et un espoir de voir aussi des concurrents à Nvidia pouvoir se positionner. Donc tout le monde se dit, bon, à un moment donné, mais sachant que l'émergence d'un concurrent qui viendrait à éroder fortement Nvidia pourrait aussi accélérer l'explosion de la bulle. Hein. Il y a un côté assez et puis encore schizophrène dans l'histoire. Encore un acteur américain. Ouais. C'est ça l'autre truc, c'est que encore une brique américaine. C'est-à-dire que nous, vraiment, il y a les Chinois, il y a les Américains, et nous, c'est peau de lapin. Mais c'est parce que les économiques, c'est les montants qu'il faut pouvoir mettre sont au-delà de nos capacités aujourd'hui. C'est faire ça. Mais si on réservait toute notre commande de cloud à un acteur européen, ah bah oui, je le dis. Personne ne le dit, mais ça serait différent. Moi, je vois ma facture de cloud chez AWS. Tu peux faire une syncope. J'adore nos amis d'AWS, il n'y a aucun problème. Mais je peux faire une syncope en négo. Tu peux pas lui trouver un cloud moins cher. Tu peux pas t'en occuper. Alors vraiment, si on réfléchit, vous allez me laisser en dehors de cette histoire. Non, tu veux continuer sur Cerebras. Ok, d'accord. Ça va, d'accord. Moins cher, si. Aussi bon. Pas sûr. Ça. Ben ouais, mais c'est le fait la poule. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'argent, on n'aura pas de supercomputer, on n'aura pas de data center 4.0, on n'aura rien du tout. Et du coup, on se dit, comme le service n'est pas assez bien, j'y vais pas. Et on célèbre les 2-3 pauvres wins. J'ai vu la semaine dernière, on célébrait Scaleway qui gagne le contrat de je sais plus quoi. Le Health Data Hub. Combien c'est ça? J'ai pas. 150 question d'argent. 150 millions. 150 millions. Arrête avec l'argent tout le temps. Ouais, mais il faut bien des sous quand même. Bon, en tout cas, Cerebras se porte bien et on voit qu'il y a un tel appétit en fait concernant de la puissance de calcul que Cerebras, qui était un outsider finalement face à Nvidia, bénéficie de cette inertie finalement. Nvidia, c'est 400 fois pour l'instant le chiffre d'affaires de Cerebras. On a un peu de marge encore. On va suivre en tout cas Cerebras de près. Notre ami Elon Musk. Comment va-t-il? C'est la question que je vous pose. Écoutez, alors je ne suis pas dans les petits papiers d'Elon Musk, mais en tous les cas, il est toujours aussi bavard. Et on va dire diserte sur des sujets qu'il connaît bien, on peut le dire. Il a été interrogé lors du Smart Mobility Summit, c'était à Tel Aviv. Et il a un petit peu évoqué le futur de ces industries finalement. Et il en a quelques-unes, entre l'espace, l'automobile, la santé, Neuralink, etc., etc. Ça fait quand même pas mal de choses. On va se focaliser peut-être sur un sujet qui est la voiture autonome. Ça fait des années que Elon Musk nous dit que la voiture autonome va arriver. Et ça fait des années qu'elle n'arrive pas. Il y a quand même des signes. Là, on se rapproche quand même on va dire de ce qu'il avait prédit. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a des États qui roulent, on va dire, avec des voitures autonomes. Vous allez en Californie, les Waymo, il y en a partout. Je l'ai vécu, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, ça commence à arriver au Texas, etc. Et donc, Elon Musk a prédit ceci. Il a dit l'année prochaine, il y aura des voitures autonomes partout aux États-Unis. Et dans 5 à 10 ans, dans le monde entier, ça sera l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aura plus de voitures autonomes que de personnes qui conduiront des véhicules. C'est quand même fou, hein. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas déconnant, excusez-moi du mot, mais je pense que là, on est à un point de bascule. On voit que la première voiture autonome est arrivée en France, pas en France, pardon, en Europe, à Zagreb, où en fait un opérateur de véhicules style Uber va lancer des véhicules autonomes avec un partenaire chinois. Donc ça y est, on y vient. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, pour moi, il faut séparer deux trucs. Il faut séparer le sens de l'histoire, qui est en effet, il est probable qu'un jour on roule tous en voiture autonome. Et ce que fait Elon Musk, c'est du management par la prophétie. Tu vois, c'est-à-dire qu'on balance des trucs, puis de temps en temps, on va voir ce qui colle ou pas, tu vois, et il fait ça tout le temps. Ça me fait un peu penser, sans faire de politique, ça me fait penser à ce que fait Trump avec le détroit d'Ormuz. Tous les 2 jours, il me dit, bon, si cette fois ils acceptent pas, demain je rase le pays. Ça fait 2 mois qu'il dit qu'il va raser le pays, et puis
Ça, au final, sauf que, excuse-moi, mais Elon Musk a fait partir des fusées qui réatterrissent. Oui. Il a fait des trucs quand même. Oui, mais tu veux dire de la même manière que Donald Trump, il a fini par attaquer. Mais le truc, c'est que, en fait, Donald Trump, je les ai notés, pardon, Elon Musk, c'est le spécialiste d'annoncer des trucs spécialement liés à la voiture qui n'arrivent jamais. C'est-à-dire que oui, il a lancé le truc, mais tu vois, le dernier, c'est. T'es dur, hein. T'es dur quand même. Non, ces annonces. Il a sorti un constructeur automobile mondial. Il a sorti un constructeur, mais quand tu regardes, en 2015, il dit vous aurez la voiture autonome dans 3 ans. Ça va arriver en 2026. J'en ai un autre, mais en 2024, il dit 50% des Américains auront accès en 2025 à une voiture autonome. Ça sera même pas avant 2030 ou un truc comme ça. Je veux dire. Ce qui est vrai, c'est que ça maintient le cours. Ça permet de, tu vois, ça fait rêver, ça vend un projet. Ça permet d'attirer des super ingénieurs parce que tu vends une trajectoire de malade. Et puis, lui, ça lui permet de faire de la com sur l'adoption et de pousser un peu côté réglementaire en disant, vu que ça va arriver, il faut que les politiques se bougent. Ouais. Mais la vérité, c'est que ces prophéties et ces prédictions ne se réalisent jamais. Sur le temps long, la trajectoire est la bonne. Mais à chaque fois qu'il donne une date, tu sais qu'il faut rajouter 5 ans. Et moi, à la fin, je trouve que ça use. Sa parole perd en crédibilité. Mais vous trouvez pas qu'on est quand même à un point de bascule, Christophe ? Moi, je trouve que les choses... Enfin, l'atmosphère change un petit peu. Puis mais je partage ton point de vue, à savoir que, bon, j'ai aussi regardé ces annonces d'Elon Musk et vu qu'effectivement, souvent, c'est aussi pour des raisons un peu boursières qu'il peut le faire pour recréer. Mais il y a quand même plusieurs éléments. Le premier, c'est que finalement, avec toute la vague IA, on se rend compte que l'approche qu'il a eue, finalement, qui n'est pas forcément avec des caméras LiDAR, mais avoir une approche beaucoup plus caméra et réseaux neuronaux, en imitation de conducteurs grâce à des bases de données. Pour des raisons économiques, parce que les LiDAR coûtent plus cher que des caméras. Voilà. Et finalement, cette approche-là, elle fonctionne correctement. La deuxième chose, c'est que les Chinois sont quand même très très puissants en matière de production de voitures électriques. Les Xpeng, les BYD, les gens disent c'est largement aussi bien qu'une Tesla. Donc lui, il faut absolument qu'il se déploie sur la partie logicielle. Il a commencé à ouvrir le fait qu'il va pouvoir licencier le FSD à d'autres constructeurs. Donc je pense qu'il a aussi cette vision d'être un peu l'operating system de demain de la voiture autonome. Le troisième élément qui, à mon avis, a un phénomène d'accélérateur, c'est l'électrification parce qu'à priori, on peut dire ça n'a rien à voir d'une voiture autonome et d'une voiture électrique. Mais la réalité, c'est que quand même, globalement, quand tu montes dans une voiture électrique, tu es moins obsédé par le moteur, par le confort, par la conduite, par l'autonomie. Enfin, c'est plus naturel finalement. Et l'aspect logiciel prend beaucoup de part dans la voiture électrique. Et on voit bien, aujourd'hui en France, il y a quand même essentiellement dû au coût de l'essence. Mais les gens sont beaucoup plus attirés vers les voitures électriques. Il va y avoir une électrification. Donc, je pense qu'il y a plusieurs tendances de fond qui font que lui, comme je le disais, il a vraiment besoin de se positionner là-dessus et de devenir l'operating system avec son système FSD. Et donc là, il va y avoir... on va avoir un certain nombre d'étapes, parce que ça va certainement créer beaucoup plus de fluidité dans le trafic, moins d'accidents, etc. Mais avant qu'on arrive là, il y a encore pas mal d'étapes à franchir, y compris de régulation. On parle d'Elon Musk, ça vient de tomber. Vous savez qu'Elon Musk avait attaqué Sam Altman, en disant que il reprochait en fait à OpenAI d'être devenue une société commerciale alors qu'elle aurait dû rester avec un aspect philanthropique, etc. Ça vient de tomber. Elon Musk a été débouté par le jury californien de ses poursuites contre OpenAI. Le jury a estimé, après 2 heures de délibération, que les créateurs de ChatGPT et Sam Altman avaient démontré que les poursuites de l'homme le plus riche du monde, donc Elon Musk, étaient couvertes par la prescription. Donc, voilà. Donc, c'est pas sur le fond. Non, c'est la prescription. Elon Musk est débouté, donc, de on va dire, du procès qu'il voulait intenter à Sam Altman concernant OpenAI. Voilà, ça vient juste de tomber et on le vit en direct. Des choses à dire là-dessus ? Grosse news, ça, pour le coup. Oui, grosse news. Puisque, à la base, Musk dit que OpenAI, c'est pour une IA open source, quasiment, disponible pour tout le monde, et pas une IA privatisée, commercialisée. Aujourd'hui, OpenAI, c'est vraiment une société à pur but lucratif. Elle n'a plus du tout de fonction associative comme c'était au début. Donc, le fait qu'il soit débouté de ce que tu dis sur la forme, n'enlève pas quand même, à mon avis, qu'on a besoin d'un mot sur le fond à la fin. On a besoin de savoir si ils ont détourné un projet originel et l'argent du Musk ou pas.
Christophe. Je dirais que Prescription, c'est étrange parce que c'est pas si vieux que ça, non ? C'est bizarre. C'est bizarre. Pour moi, c'est un nuage de moins un nuage noir de moins pour OpenAI, mais c'est loin, mais c'est loin d'être le seul, parce que je pense que c'est l'acteur le plus faible dans ce petit oligopole des acteurs. Je vois pas Musk s'arrêter là non plus. Moi. Non, je pense Je vais dire, c'est bon, et Elon va lâcher l'affaire. Non, mais je pense qu'il va faire appel. Enfin, il y a forcément. Là, je pense que il y a forcément un Pour truc. la prescription, c'est au dernier dollar. Je suis très surpris. Enfin, je suis un peu comme toi. Je suis frustré. J'aurais aimé avoir un jugement sur le fond. Bah oui. Là, sur la procédure en elle-même, ok, ça ne nous dit pas grand-chose, tu vois. Voilà, en tout cas, la juge fédérale Yvonne González-Rogers a immédiatement accepté l'avis du jury et confirmé le verdict. Donc, c'est réglé. Mais ça vient de tomber, donc je vous le rappelle, Elon Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI pour cause de prescription. Bientôt 20h, petite pause, on poursuit Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On va parler encore une fois d'OpenAI et de ses relations tumultueuses avec Apple. On évoquera aussi la WWDC, la conférence des développeurs Apple, avec sans doute un nouveau Siri. Et Publicis aussi qui a fait une belle acquisition, notre pépite de la publicité française, qui s'est offert une très belle boîte qui s'appelle LiveRamp. On parle de tout ça dans un instant, juste après cette petite pause. Merci d'être là tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business en ce lundi 18 mai 2026. Merci d'être là. Sur le plateau de Tech & Co ce soir, nous avons Christophe Holnet, Hugo Borenstein et Clément David. News qui vient de tomber, on en parlait juste avant cette petite pause, on va y revenir parce que c'est quand même le gros morceau de la soirée dans le monde de la tech. Elon Musk a été débouté il y a quelques minutes par ce fameux jury californien de ses poursuites contre OpenAI, qui l'accusait, je vous le rappelle, d'avoir détourné ses dons et trahi sa promesse philanthropique afin de bâtir un mastodonte commercial de l'intelligence artificielle. Oui, c'était ça, c'est-à-dire que Elon Musk se sentait un peu trahi finalement puisqu'il avait investi, il avait créé en quelque sorte OpenAI il y a quelques années, je crois que c'était il y a un peu moins de 10 ans, ce qu'il ne supportait pas, il y avait aussi de la jalousie, sans aucun doute, il ne supportait pas de voir le succès incroyable d'OpenAI, mais aussi, malgré tout, il ne supportait pas le fait de voir que cette boîte qui avait été conçue comme avec on va dire, une mission philanthropique était devenue une boîte commerciale qui engrangeait des bénéfices. Et c'est ça qui l'attaquait, en fait, en justice. Il a été débouté pour prescription. Voilà, le jury a torché l'affaire en moins de 2 heures. Ça a été très rapide. Hugo ? C'est une énorme news parce que ça détermine un peu le chemin philosophique qu'on prend sur l'AGI. C'est-à-dire que le cas de Musk, c'est de dire j'ai donné, je ne sais plus combien, 20 ou 30 millions au début à OpenAI. On l'a appelé OpenAI pour tout ce que tu viens de dire, pour que ce soit ouvert et pas que ce soit privé, fermé, commercialisé. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et lui, il dit que la conséquence, c'est que tu n'auras plus d'initiatives collectives, open source, disponibles pour tout le monde sur la production de cette intelligence artificielle. Tous les modèles sont privés, tous les grands modèles sont privés. Et d'ailleurs, il dit ça très tranquillement en ayant lui-même un modèle privé qui facialement est dans une fondation, etc., mais qui en fait est complètement privé, commercialisé à usage et qui a du mal aussi vis-à-vis face à OpenAI. Et qui a du mal, mais à la limite, un modèle d'open source complet d'IA, de LLM d'IA complet que tu puisses appréhender pour construire autre chose, même s'il est petit, ça te va. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as quasiment aucune alternative de la qualité du chat GPT de OpenAI. Donc la conséquence de ce truc, et je trouve d'ailleurs que clôturer le cas sur un truc de formaliste, donc tu as dépassé de, 60 jours la date pour faire ta prescription, je dis n'importe quoi, mais c'est prescrit, c'est un peu léger pour un débat aussi important, au-delà des sous qu'Elon Musk a mis. Il y a la brouille entre eux, il appelle Sam Altman scam Altman, donc il estime qu'il a été scammé, qu'il a été lésé, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'alternative open source du tout, il n'y a plus de open dans AI. Christophe ? Moi, je suis très surpris aussi par la raison qui est avancée, c'est de la prescription. Donc, j'aimerais en savoir plus parce que, en général, les prescriptions, c'est des choses qui courent sur un nombre d'années très, très, très conséquent. Alors, peut-être c'est 10 ans et que la boîte a été créée il y a 10 ans et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais sachant que
la rupture ou la scission entre eux, elle est postérieure à 10 ans. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Et je pense que connaissant Musk, il va probablement pas en rester là et chercher un moyen probablement de contourner ce jugement-là pour revenir peut-être plus sur le fond. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que pour OpenAI, c'est certainement un soulagement parce qu'ils ont pas mal de fer au feu et de sujets de préoccupation. Le plus important étant d'arriver à trouver un modèle économique qui fait qu'ils fonctionnent par eux-mêmes et en générant leurs propres revenus sans avoir besoin constamment de lever des fonds. Ils sont très très loin d'en être là. Ils viennent d'être dépassés en montant de revenus annuels par Anthropic. Ils sont plus du tout le seul et on voit bien on voit bien à quel point la concurrence est rude et donc il y a une difficulté plus forte de monétisation, d'augmenter les prix si on est en situation de concurrence. Donc ils ont devant eux pas mal de challenges dont on va reparler probablement dans un instant. Et bon, c'est certainement un soulagement, mais je pense que l'affaire est pas tout à fait finie et le sujet des modèles ouverts reste entier, ça c'est sûr. C'est entier, c'est intouché. Et après, il y a quand même un gros point de friction sur Sam Altman lui-même. Je ne sais pas si vous avez débriefé des textos qu'il a fait avec son board qui sont sortis dans la presse il y a 2-3 semaines, où tu vois que le board ne veut juste plus le voir lui, ne veut plus l'avoir dans la pièce. Il y a cette fâcherie avec son investisseur number one, il y a cette fâcherie avec Dario de Anthropic, puisque c'était quand même un de ses managers, si je résume, un super manager, mais c'était quand même un mec dans son équipe. Il y a toute l'ancienne équipe de recherche, donc il y a peut-être quand même un sujet aussi de personnalité autour de Sam Altman. Ouais, Clément, le OpenAI, mais c'est ce que tu disais, le OpenAI pour lequel on a la réponse maintenant sur le procès n'est pas le OpenAI qui a été attaqué il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il a attaqué la hype plus que l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va parler un peu des gesticulations de la stratégie d'OpenAI, de leur produit qui est nettement moins, qui avant était perçu comme le produit numéro 1 du marché. Il y a quand même pas mal d'alternatives aujourd'hui. Je veux dire, je pense qu'on aurait eu... là, on est plutôt sur l'impact pour OpenAI. Il aurait plutôt été s'il avait gagné, que Sam Altman avait dû dégager quelques mois, peut-être 1 an avant que ça rentre en bourse. Là, pour le coup, ça aurait déstabilisé tout le marché. Mais on n'était plus sur une guerre d'ego que sur une vision spécifique pour le marché. Juste précision, mais il faut rappeler que Musk... il avait quand même à un moment proposé lui-même une structure for profit pour OpenAI sous réserve qu'il en prenne le contrôle. Puis à un moment, il a proposé une fusion avec Tesla. Je veux dire, bon, c'est pas comme si lui-même avait une vision très très rationnelle de ce genre de choses. Et tu as parlé d'une certaine ambiguïté aussi sur Grok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette prescription, elle serait due au fait que Elon Musk se serait réveillé trop tard juridiquement. Il aurait dû attaquer, en fait, OpenAI beaucoup plus tôt. Et en fait, le jury a estimé qu'il était au courant, en fait, de cette transformation d'OpenAI dès la fin 2021 et qu'il n'a pas réagi à ce moment-là. Il a commencé à entamer la procédure en 2024. 3 ans plus tard, en fait. Au moment où ça aurait... c'est pour ça que c'était l'angle un peu d'OpenAI qui disait, en fait, ils ne cherchent pas justice, ils cherchent à déstabiliser un concurrent. Oui, c'est-à-dire que c'est pas prescription au sens les faits sont fermés, tu peux plus faire de procès parce que le délai légal est écoulé. C'est prescription parce que si tu l'as pas fait au moment, mais tu le fais maintenant, tu n'es pas de bonne foi dans le fait de faire un procès OpenAI. C'est intéressant, parce que finalement, moralement, on n'aura jamais la réponse. Non. Parce que c'est pas l'aspect moral qui a été jugé, mais là, c'est tout simplement un délai. C'est-à-dire qu'il le voit comme une tentative de déstabilisation. Oui, c'est clair. Il y a quand même un truc. Bon, en tout cas... Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est tombé il y a quelques minutes à chaud sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est quand même la grosse actu tech de ce soir. On reste dans l'univers d'OpenAI. OpenAI qui, vous le savez, ces dernières années a passé pas mal de partenariats. Et un qui avait fait grand bruit, c'était en 2024. Il avait été annoncé lors de la WWDC d'Apple. Vous savez, c'est cette grande conférence des développeurs qui a lieu chaque année en juin. Et Sam Altman avait fait même le déplacement. Il était venu à Cupertino. Il était dans l'assistance lorsque Tim Cook présentait ses nouveautés pour dire écoutez, voilà, je viens de passer un partenariat avec Apple et ce partenariat, c'était le fait de booster un peu Siri qui était, dont on avait promis monts et merveilles en 2024, et Apple a raté complètement la transformation de Siri, mais déjà,
Apple annonçait ce partenariat avec OpenAI pour que, lorsque vous posez une question à Siri, en disant simplement va chercher la réponse sur ChatGPT, Siri se connectait à ChatGPT et vous donner une réponse un petit peu plus, on va dire, intelligente. Sauf que, eh bien, aujourd'hui, 2 ans après, OpenAI n'est pas content de ce partenariat parce qu'en fait, il n'a servi à rien. OpenAI est même vexé et veut rompre ce partenariat. C'est étonnant, hein, parce que d'un côté, il y a Sam Altman qui dit on a tout fait pour implémenter cette intelligence dans Siri, etc., mais à aucun moment Apple n'a fait un effort pour promouvoir en fait cette fonctionnalité. Et c'est vrai. Qui aujourd'hui demande à Siri va voir sur ChatGPT si je sais pas quoi, voilà. Directement sur ChatGPT. C'est ça. En fait, oui, je pense qu'il y a une frustration parce qu'en fait, l'idée, le deal, enfin, vu d'OpenAI à l'époque, quand ils l'ont signé, à mon avis, c'était de se dire, je vais... Alors, c'est drôle. Je vous raconte ce qui se passe. C'est que j'ai cité Siri et ChatGPT. Et là, c'est drôle parce qu'il me dit, je me connecte à ChatGPT pour répondre à ta question. Donc, on va rassurer en direct. Je pense que Sam Altman, Français, ça marche. Je pense que j'ai été le seul Français à faire cette requête et en direct. Voilà. Donc, il va changer d'avis puisque maintenant, il va y avoir un utilisateur qui va l'utiliser. Et là, il va changer d'avis. Il va dire, c'est bon, ça marche. Un influenceur. Un influenceur. Attention. Ouais. Non, mais bon, il y a une frustration certainement parce que je pense qu'ils voyaient l'opportunité pour OpenAI et ChatGPT d'arriver sur, je ne sais pas combien il y a d'iPhone, le milliard ou le plus de milliards d'iPhone qui existent dans le monde. Donc, c'était une énorme accès au marché à l'utilisateur. Mais évidemment, Apple l'a beaucoup plus utilisé pour dire... dans son brouillard de communication autour de l'intelligence artificielle. On met un peu de ChatGPT, ça fera plaisir à tout le monde. Ça permet d'attendre, on a ce qu'il faut, on peut faire appel, mais bon, on ne le met pas trop en avant parce qu'on n'a pas tellement envie qu'ils viennent saisir la relation utilisateur, parce que c'est vraiment ça, ils veulent garder la main idéalement avec SIRI. Bien joué. Très bravo. Bravo. Je suis désolé, hein, parce qu'on a peut-être fait déclencher quelques téléphones ce soir. Je n'y suis pour rien. Et donc, Jean, je pense qu'il y a cette frustration, donc ils veulent revenir certainement en arrière, et d'autant plus que Apple, entre-temps, est dans une valse hésitation sur le sujet, en tout cas de ce que moi j'observe, de l'IA, peut-être avec une idée en tête qui est de venir avec sa propre solution, qui n'est pas forcément prête aujourd'hui, qu'elle n'a peut-être pas encore trouvée, parce que moi je trouve ça extrêmement surprenant de voir Apple à adopter Gemini, qui est probable, ils vont pas androidiser les iPhones, ça n'a juste pas de sens. Donc le brouillard IA pour moi continue côté Apple, et Sam Altman s'impatiente parce qu'il ne retire rien de cet accord, mais je pense que c'est vraiment ce que voulait aussi Apple. Oui, parce que c'est vrai que Clément, quand on passe un partenariat avec Apple, c'est la machine à cash, en théorie. C'est ça qui est dingue. En théorie, je pense... Parce que tu te rends compte, excuse-moi, je te coupe, mais finalement, d'un coup d'un seul, ChatGPT était disponible sur des milliards d'iPhone dans le monde. Oui. C'est ça qui est dingue. Et ça a fait plouf, ça n'a pas marché. Ça fait plouf parce que c'est un service gratuit et que OpenAI espérait des conversions payantes en disant les gens vont être tellement addicts à ChatGPT qu'ils vont prendre des abonnements payants, etc. La vérité, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait du volume. Et puis, je pense qu'ils avaient un deal financier aussi avec Apple. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de requêtes, Apple allait payer sans doute OpenAI, non ? C'est pas si clair. C'est pas si clair. En fait, il y a beaucoup d'analystes, moi, j'ai pas le détail de l'accord, mais il y a beaucoup d'analystes qui pensent que c'est pas en termes de performance, en termes de contractualisation autour de la bonne foi de l'intégration et tout, qu'OpenAI a fait une grosse faute de débutant dans la manière dont ils ont justement structuré le deal. Mais le fait est que ça ne rapporte pas grand-chose. C'est plutôt courageux d'avoir dit on arrête, parce que ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'en fait, c'est eux qu'on dit on arrête, on cherche à sortir. Même au moment où on leur a proposé de prendre une partie de ce que Gemini va prendre là dans les années qui viennent, c'est eux qu'on dit non. C'est quand même un marché où j'en parle souvent ici, mais la théorie des boîtes, des vendeurs, entre guillemets, de modèles, les OpenAI, les Anthropic, etc., c'est que l'océan bleu, il s'arrête à la fin d'année, là. Donc, tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Pour une boîte qui veut déjà sortir, qui doit sortir ses modèles, qui doit sortir son système agentique, qui doit sortir peut-être un téléphone portable, qui doit maintenir une application mobile, qui veut... Donc, ça fait beaucoup. Il resserre un peu le faisceau. Moi, je pense qu'Apple s'est acheté du temps. Apple, ils ont fait un peu, avec tout le respect pour Microsoft, qui est une entreprise extraordinaire. Tu sais, il y a prescription. Ils ont parlé de prescription tout à l'heure. Merci. Et pas merci. Oui. Ils ont mis le coup de tampon OpenAI. Regardez, on est super innovant parce que nous aussi, on est moderne, on utilise OpenAI.
pendant 2-3 ans, à mon avis, ils n'avaient pas tellement l'intention de faire quoi que ce soit. Mais en revanche, ils avaient encore à ce moment-là la croyance, et moi je pense que c'est fini, qu'ils pourraient développer Siri. On sait qu'il y a eu des allers-retours, des valses hésitations. Ils pensaient vraiment que la dette technique, ils n'allaient pas mettre 2 ans, par exemple, à passer de 10 Siri à juste Siri, et qu'ils pensaient que la dette technique était maîtrisable, que Apple Intelligence, ils allaient tout faire en interne. Et donc, à mon avis, ils se sont achetés du temps, une vitrine. La question un peu qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ça les gêne d'avoir un partenariat vraiment utile avec OpenAI alors que ça les gêne pas avec Google? Mais à un moment aussi, tu as la prime au partenariat de 20 ans, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que Google dépense des milliards pour que les moteurs de recherche soient pas par défaut. Ça fait 20 ans aussi que Google a une stratégie plutôt claire sur ce qu'ils veulent faire et qui sont pas comme, tu vois, on sait ce qu'ils vont faire dans l'IA. Ils sont pas comme OpenAI en train de dire attendez, on veut être une super app, mais en même temps on a recruté votre ancien d'Apple pour sortir un téléphone portable parce qu'on veut être la surcouche d'OS de machin. Et moi, je serais Apple, je regarderais ça, je dis en fait c'est le loup dans la bergerie. Tu vois, j'ai Zébulon qui court partout, qui peut lancer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Évidemment que je vais pas leur servir de base d'abonnés pour ChatGPT, tu vois. Donc je pense qu'à un moment, Google est fiable et rassurant là où OpenAI l'était pas. Hugo ? Ouais, je suis d'accord avec tout ça. C'est aussi une bonne façon pour OpenAI, pour pas cher, du coup, de se différencier d'Apple. De dire on lâche notre partenaire, parce que c'est un des partenaires qui lâche l'autre là, dans cette histoire. Donc c'est pas mal, surtout au moment où Microsoft et d'autres se reposent la question de comment ils se positionnent par rapport à OpenAI. Donc est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train d'en profiter pour donner une caution à d'autres partenaires? On arrête de bosser avec Apple et son écosystème parce qu'on va donner tel exclu ou telle commercialisation à un autre. Je crois aussi qu'ils veulent absolument se repositionner, ils veulent mettre toute leur force sur le B2B, quoi, qui est vraiment essentiel. Là, on parle aussi de cette volonté de créer avec un certain nombre de partenaires une méga société de consulting autour un peu à la Palantir, qui est à mon avis une des voies de sortie pour OpenAI, c'est vraiment de se déplacer vers la mise en œuvre et la transformation IA des entreprises. Mais c'est pas, ça nécessite beaucoup d'efforts. Culture. Juste un truc, c'est vrai que ce que dit Hugo est vrai, c'est un peu la honte aussi d'être associé à Apple aujourd'hui dans le monde de l'IA. Je veux dire, il y a un coût, on parlait d'un coût en termes d'équipe ingénierie, etc. Mais il y a aussi un coût de marque qui est aujourd'hui, la plupart des gens comprennent pas exactement Siri, est-ce que c'est OpenAI ou pas. Siri, c'est l'âge de pierre. Tu peux mettre un minuteur pour te faire, je sais pas, un œuf à la coque. Dire, si tu es OpenAI, est-ce que chaque requête un peu médiocre avec Siri, si tu te dis que ça impacte mon image, c'est pas top. Et quand c'est la course aux ingénieurs pour recruter les mecs les plus stylés, t'as pas envie de devoir dire aux mecs, ouais, c'est vrai, on a bossé avec Apple, mais faites pas trop gaffe parce que c'est pas le truc le plus important. Tu vois, c'est mauvais pour la marque aujourd'hui de travailler avec Apple, c'est triste. Ouais, c'est dingue quand même. Alors qu'Apple a toujours été une boîte avec laquelle on était fiers de collaborer, quoi. D'ailleurs, Apple va jouer sans doute très très gros dans quelques jours maintenant, puisque ce sera en juin que se déroulera la WWDC. C'est rigolo parce que en tout début d'émission, j'ai reçu le mail d'Apple qui parlait justement, qui nous invitait à cette WWDC qui aura lieu donc le 8 juin à 19h. Donc la keynote sera aussi bien évidemment à suivre en direct sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne. Je disais que c'était une WWDC de tous les dangers pour Apple parce qu'il va falloir qu'ils se rattrapent là. Il va falloir qu'ils proposent concrètement des choses qui fonctionnent et qu'ils annoncent une roadmap en termes d'IA. Alors, visiblement, le partenariat avec Gemini, là, avance. C'est peut-être aussi pour ça qu'OpenAI veut se désolidariser aussi d'Apple. C'est que finalement, Apple a choisi son cheval. C'est Google, c'est Gemini, qui sera le moteur de Siri. Tu parlais tout à l'heure justement de ce choix un peu étonnant, de se d'androidiser, mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, Apple achète le moteur Gemini, mais il est déconnecté de chez Google finalement. Ils achètent un petit peu la marmite. La licence. Ouais. Voilà, mais pour schématiser, c'est la marmite, mais à l'intérieur, ça sera quand même des données en silo d'Apple qui n'iront pas communiquer avec Google. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et donc, visiblement, et c'est l'actu de ce soir, c'est que lors de la WWDC, Apple devrait annoncer son Siri qui serait en bêta, mais qui pourrait fonctionner très rapidement. Un Siri donc boosté à Gemini. Oui, je pense que tout le monde attend à ce qu'ils reprennent. Enfin, on vient d'exprimer une frustration aussi sur Apple, et je pense qu'elle est partagée également par les investisseurs, par la communauté des utilisateurs, en se disant, qu'est-ce que vous allez faire sur l'IA ? Donc je pense
je pense qu'ils ont comme objectif de montrer qu'ils reprennent les rênes de l'IA, qu'ils définissent et clarifient la stratégie. Donc effectivement, sur Gemini, peut-être effectivement, ils vont limiter cette dépendance à Google et le fait effectivement ils doivent absolument éviter que le téléphone iPhone ressemble trop à ce que va devenir un téléphone Android boosté à Gemini, qui va pouvoir aussi pas mal transformer l'interface utilisateur, l'expérience client, etc. Donc ils vont devoir s'appuyer là-dessus. Peut-être vont-ils aussi développer leur propre modèle de langage. Il y a un certain nombre de rumeurs qui disent qu'ils pourraient avoir des small language models intégrés aux puces elles-mêmes, qui permettraient notamment d'avoir un dialogue extrêmement rapide et renforcer le message sur le respect de la vie privée et des données de l'utilisateur, qui est leur cheval de bataille. Et on parle même d'une sorte de capacité de ces puces à pouvoir faire du mesh entre les différents iPhones pour pouvoir utiliser la puissance de calcul un peu plus distribuée. Donc il y a peut-être une roadmap un peu excitante et un petit peu plus originale que ce qu'on a pu vivre. Alors vous savez que chez Siri, tu le disais, la confidentialité est importante, et ce Siri serait évidemment modulable, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne veulent pas justement partager leurs données privées, vous pourriez supprimer les conversations, un contrôle de l'historique, confidentialité qui sera activée par défaut, gestion transparente des données. On voit qu'Apple essaie aussi de garder sa ligne, on va dire, je dirais, intellectuelle finalement. Nous, on n'est pas Android, on n'est pas Google. Certes, il y aura Gemini qui va faire tourner ce Siri, mais il sera aux conditions on va dire, de confidentialité d'Apple, Clément. Oui. Moi, tu sais, la dernière fois qu'ils ont annoncé un Apple Intelligence, c'est génial, et on attendait tous, ils ont annoncé qu'on pouvait faire ses propres smileys via l'IA. Donc, c'était pas bouleversant. C'était pas fou. Ouais. Donc, écoute, je me dis... t'es un peu méfiant, là. Moi, c'est quoi, chat échaudé, craint l'eau froide. Voilà. Non, et puis, dans un contexte de changement de direction, j'attends de voir si on va voir sur cette nouvelle stratégie une patte un peu différente de celle de Tim Cook, qui manifestement était un peu en bout de course, était plus un gestionnaire avec une excellence opérationnelle, vraiment quelqu'un qui savait envoyer de la vision. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir qui prend la parole, machin. Ouais. Est-ce que c'est John Ternus qui va... en théorie, c'est toujours Tim Cook qui sera le CEO en juin, puisque le passage de flambeau se fait en septembre. Peut-être moyen de faire un truc un peu malin, quoi. Peut-être. Il nous reste quelques minutes. On revient en France pour s'intéresser à Publicis, qui signe la 3e plus grosse acquisition de son histoire. Le numéro 2 mondial de la publicité vient de boucler en effet le rachat de LiveRamp, qui est le spécialiste américain des données, pour 2,2 milliards de dollars. Une opération qui confirme en fait la trajectoire tech prise par le français depuis plusieurs mois. Margot Faudéré nous raconte tout ça, et puis après on débat là-dessus juste après, bien sûr. Pour rester dans la course à l'intelligence artificielle, Publicis choisit de prendre les devants et de se positionner lui-même comme un spécialiste de la donnée. En acquérant LiveRamp, dernière étape en date de cette stratégie, le français accélère plus particulièrement sur l'agentique, avec une technologie qui doit permettre à des milliers de marques, de distributeurs, de plateformes médias et de fournisseurs de données de collaborer ainsi que de connecter leurs données de manière efficace selon le groupe. Au premier trimestre déjà, Publicis a acquis Edge AI, spécialiste de la mesure de performance des campagnes publicitaires, mais aussi l'agence américaine de marketing sportif 160over90 et Epsilon en 2019. Un dynamisme à rebours des autres acteurs de la publicité, WPP et Dentsu ayant fortement réduit leurs effectifs ces derniers mois, mais aussi à contre-courant de la stratégie déployée par le numéro 1 du secteur, Omnicom, qui depuis sa méga-fusion avec IPG opte surtout pour les rachats d'actions. Et pour l'instant, la stratégie de Publicis semble payer. Le groupe affiche des résultats financiers solides et relève même ses objectifs à moyen terme. Alors c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le marché publicitaire, pour notre géant de la pub français, Publicis. Et puis, c'est surtout aussi un symbole de notre époque qui bouge. C'est-à-dire que même le secteur de la publicité est totalement impacté aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Ouais. Christophe ou Hugo Non, moi, j'allais juste dire que ça fait plaisir de voir un champion français qui arrive à se transformer, parce que là, on met la pâtée à tous les autres grands networks mondiaux. C'est rappelé dans la petite pastille. Les autres sont tous soit très mal en point, soit très loin. Donc, on va peut-être devenir le numéro 1, qui était le rêve du grand patron de Publicis, de Maurice Lévy, quand il a essayé de faire plusieurs fusions. En fait, ils vont le faire par eux-mêmes en acquérant toute cette stack
technique. Le deuxième On sait aspect, ce que c'est ou pas en fait, Oui. LiveRamp? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Vas-y, finis. Non, je t'en prie, vas-y. En fait, là où c'est smart, c'est que ça permet d'analyser, d'interopérer de la donnée de tous tes clients sans que les clients, eux, aient à partager leurs données. Donc, t'es L'Oréal, par exemple, tu vas faire de l'agentique. Et donc, tu dis, pour des campagnes agentiques, je veux laisser la main, je veux que l'agent ait tapé dans des données, etc. Et si possible, pas que les miennes. Publicis, au lieu d'être l'entreprise qui va te dire, voilà, nous, j'ai des mecs, on peut organiser votre campagne de pub, dit, confiez-la à nos agents qui, par ailleurs, ont les données de plein d'autres acteurs dans plein d'autres domaines, etc. Donc, qui peuvent automatiser des super campagnes. Mais vous inquiétez pas, vos données, personne ne les verra jamais. Tout reste anonymisé et on n'a pas accès aux fichiers les uns des autres, donc ça ne sera jamais visible facialement. Et résultat, tu vends une excellence opérationnelle dans les campagnes de pub automatisées via l'agentique, qui par ailleurs se marie très bien avec Epsilon qui leur fournissait de la donnée, etc., les autres achats qu'ils ont fait précédemment. Je pense que c'est extrêmement intelligent. La grosse news là dans Publicis, c'est ce que tu dis, c'est que Publicis a compris le futur rôle de l'agence du conseil. Ça n'est pas de faire, c'est d'orchestrer. C'est ce que tu viens de dire, d'orchestrer la data, d'orchestrer la production. Mais en ayant la donnée, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas juste on a des agents. Et la valeur vient du fait que tu détiens ta donnée. Exactement. Ce qu'ils font, mais ce qui était déjà le move avec Epsilon il y a quelques années. Mais en tout cas, ils ont compris parce que tu as quand même un son de cloche partout. Tu parles à n'importe quelle petite agence, n'importe quel freelance, il va penser que son business est menacé, que l'IA va tout automatiser, qu'il n'aura plus de business, il n'aura plus de clients, etc. Mais la réalité, quand tu regardes, c'est qu'une marque, n'importe quelle taille de marque, elle a besoin d'être conseillée, elle a besoin d'être accompagnée, elle ne va pas tout faire elle-même. Donc eux, ils sont sur la data qui va venir nourrir les workflows d'IA, mais c'est le cas sur toute la chaîne. Donc chapeau Publicis, parce que tu mènes le combat au niveau mondial et tu gagnes, c'est quand même pour une fois exceptionnel, il faut quand même applaudir. Et deux, ils ont compris là où est la pertinence du modèle de conseil. Donc moi, je dis, voilà, 100 sur 100. Non, ils ont opéré depuis plusieurs années une transformation de leur business, et c'est sûr que quand on utilise IA, on se dit, finalement, les agences de création, le media planning, tous ces épisodes, on se dit, finalement, ça peut être tout à fait complètement disrupté par l'IA. Donc, ils ont absolument besoin d'évoluer, de passer d'une activité de conseil à une activité de plateforme. Et l'intérêt de la LiveRamp, je veux dire, quand tu vas acheter un jean, par exemple, chez Zara, tu l'achètes, et puis le soir, tu es sur ton canapé, et puis tu vois des pubs parce qu'ils ont repéré que c'est toi, mais ils t'ont pas ton nom forcément. Ils ont fait ce qu'on appelle la résolution d'identité, c'est-à-dire qu'ils te mettent de façon anonymisée, tu es XYZW, et on te suit, on sait ce que tu as fait, et même si tu n'as pas donné ton email et ton numéro de mobile au vendeur, avec la carte bleue, parce qu'il ne faut pas oublier que bien sûr. toutes ces données sont rendues à la géolocalisation, etc., ils arrivent à résoudre, et comme ça, ils arrivent à orchestrer des campagnes extrêmement bien targetées, c'est-à-dire que voilà, les bonnes vieilles campagnes qu'on connaissait, nous, François, qui était de l'outreach en disant je balance un message et j'espère que quelqu'un va le recevoir. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu investis en disant je veux les gens de plus de 35 ans qui ont qui habitent dans tel. Voilà. Et donc je sais le faire. Et leur force, c'est que leur plateforme va permettre de connecter les outils CRM des grandes marques à leur tuyauterie, et de vendre ainsi un abonnement, et il se transforme vers une offre plus logicielle et pas conseil. Ouais, la pub qui est en train d'être, là encore, comme énormément de secteurs, bouleversée par l'IA. On n'a pas parlé de la création, mais là aussi, tu es un peu là-dedans, puisque nous, c'est notre métier. C'est ton job. Nous, OMI, ça permet de créer des visuels pour les marques à l'image de marque, grâce à une technologie d'IA et de 3D. Mais tu vois, les marques avec lesquelles on travaille, tu en as cité une, je n'ai pas le droit de la citer à la télé, mais tu l'as citée tout à l'heure, qui est un de nos grands clients de cosmétiques français, commun avec Publicis. Normalement, vous avez trouvé, qui va très bien. Ils ont besoin d'énormément d'accompagnement. C'est-à-dire que quand ils utilisent une technologie comme nous, il y a des équipes qui vont savoir se l'approprier et l'utiliser, puis il y a d'autres équipes qui vont avoir besoin d'un conseil. Et c'est là où ces acteurs-là sont pertinents. Donc qu'un Français soit en train de construire la première plateforme d'orchestration de tous ces workflows au niveau mondial, chapeau. Eh bien voilà, bravo à Publicis. Clément, c'est bon ? Non, c'est le mot de la fin, c'est cool. On a fait le tour. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà un super débrief. Clément David était là. Merci Clément. Théodo Cloud, Christophe Holnet, Senior Advisor chez 7-2, ancien président de Microsoft France Asie du Sud. Et merci à Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI. Vous restez là. Il est 20h30. On va revenir dans un instant pour la suite de ce Tech & Co. On découvrira Implicity qui surveille les malades cardiaques. Et vous allez voir, grâce à la télémédecine et à la télémétrie, c'est très intéressant. Et
puis, on s'intéressera à la route du Rhum. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est en novembre, mais vous allez voir qu'il y a de plus en plus de tech dans ces monocoques. On recevra tout à l'heure un skipper qui prendra justement la route de cette grande aventure de la route du Rhum et qui nous racontera qu'aujourd'hui, ces bateaux sont bardés de capteurs, de technologies, de processeurs, de connectivité. Ce sera dans quelques minutes et Tech & Co revient juste après cette petite pause. Ce sera le Tech Flash avec Julien Thébault qui nous rejoindra. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h32, Tech & Co, la quotidienne. On est là chaque soir, vous le savez, pour parler de toute l'actu tech. Et justement, aux alentours des 20h30, c'est un condensé de l'actu du jour qu'on retrouve. C'est le Tech Flash et c'est ce soir avec Julien Thébault qui est avec nous. Salut Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Elon Musk a perdu son procès contre OpenAI. Le patron de xAI accusait l'entreprise de Sam Altman d'avoir trahi sa mission non lucrative au profit du business. La justice américaine a estimé que l'homme le plus riche du monde avait lancé ses poursuites judiciaires hors des délais légaux. Et du côté des pucillas, justement, la Corée du Sud tente d'éviter une grève historique chez Samsung Electronics. Le mouvement pourrait durer jusqu'à 18 jours et coûter près de 20 milliards de dollars aux géants des semi-conducteurs. Une perturbation qui inquiète toute l'industrie tech. On revient sur le sujet dans quelques minutes avec Raphaël Raffray de la rédaction de BFM Tech. Et chez Apple maintenant, la future version de Siri pourrait intégrer une suppression automatique des conversations. Apple travaillerait sur cette fonction dans le cadre de la refonte de son assistant vocal. Le groupe cherche à renforcer la confidentialité alors que les assistants IA collectent de plus en plus de données personnelles. On va parler maintenant d'OpenAI, Julien, qui a dévoilé récemment Finance. C'est une fonctionnalité qui connecte ChatGPT au compte bancaire des utilisateurs. Et oui, OpenAI connecte désormais ChatGPT à plus de 12 000 banques, mais aucune de française. Une fonctionnalité limitée pour l'instant à certains comptes pro aux États-Unis. Les utilisateurs pourront consulter leurs dépenses, suivre leurs comptes ou encore analyser leur budget directement depuis le chatbot. Et l'IA qui influence aussi de plus en plus la politique. Selon un sondage, 1 Français sur 6 affirme avoir consulté une intelligence artificielle avant de choisir un candidat au municipal. Le recours à l'IA reste encore minoritaire et sert davantage à confirmer un choix qu'à prendre une décision. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Tech pour un nouvel épisode de Multijoueur avec Mélinda Davansoulas. Au programme, gros plan sur le jeu mobile avec Patrick Béja, podcasteur de Rendez-vous Jeu. On écoute un extrait tout de suite. Sa vertu, c'est pas d'avoir ramené justement des gens qui ne seraient pas venus sur console, ne seraient pas venus sur PC, et qui peut-être après ont envie de jouer. Alors, je veux pas déconsidérer le jeu mobile. Il y a un terrain très glissant qui est de dire le jeu mobile, c'est pas du vrai jeu vidéo. Ouais. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même une différence entre le type de jeu qu'on trouve essentiellement sur le mobile, qui sont donc des jeux gratuits, assez faciles d'accès, qui vont être beaucoup basés sur le marketing. C'est-à-dire que pour recruter des joueurs sur le mobile, il y a un coût d'acquisition des joueurs en marketing qui est immense. Et c'est pas le même type d'expérience qu'on retrouve sur les machines traditionnelles. Donc peut-être qu'il y a des gens qui commencent à jouer sur mobile et qui sont intéressés par le type de jeu et qui vont ensuite passer peut-être même sur mobile à des jeux plus traditionnels entre guillemets. On a parlé des FPS, des MOBA, etc. Il y en a certainement. Voilà, et pour retrouver cette émission multijoueur, rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech ou sur l'appli de BFM Business, bien sûr. Il est 20h35, on va parler MedTech maintenant avec notre invité. On va parler justement de maladies cardiaques avec Implicity tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et on va parler donc des maladies cardiaques. Il faut savoir que près de 500 000 personnes vivent en France avec un défibrillateur ou un stimulateur cardiaque. Ça devient commun finalement maintenant. Hein. C'est quelque chose qui améliore la qualité de vie, qui sauve des vies bien évidemment. Mais il faut savoir que moins d'un patient sur 3 est éligible à la télésurveillance de dernière génération pour justement en bénéficier. Et on va parler de tout ça avec notre invité Arnaud Rosier. Bonsoir Arnaud. Bonsoir François. Vous êtes cardiologue, vous êtes président et cofondateur d'Implicity qui a été créé en
en 2016, je crois bien. Vous êtes donc spécialisé dans ces maladies cardiaques, la télésurveillance cardiaque. Expliquez-nous ce que vous faites et comment ça marche. Alors, moi, je suis cardiologue. Oui. Mon problème en tant que cardiologue, c'était d'arriver à suivre ces patients. Donc, je vous avais dit, stimulateur cardiaque, 500 000 patients, ça fait beaucoup. C'est les pacemakers, tout simplement. Oui. Plein de gens ont cette espèce d'appareil sous la peau qui est branché au cœur et qui régule leur rythme cardiaque. Soit parce qu'il est trop faible, c'est ça ? Exactement. Ou bien quand il va trop vite, les défibrillateurs qui ressuscitent les patients. Voilà. Donc, ces appareils-là, on les connaît, ça fait des dizaines d'années que ça existe. La nouveauté, il y a une vingtaine d'années... C'est une petite révolution technologique d'ailleurs, ce truc-là. C'était déjà des appareils MedTech qui ont sauvé un nombre incalculable de... La miniaturisation, enfin, je veux dire, Et contrairement à votre téléphone, ça dure quand même très longtemps. Une dizaine d'années, comme ça, en autonomie totale. La nouveauté d'il y a une vingtaine d'années, c'était le télésuivi, c'est-à-dire que ces appareils envoient des données dans le cloud des fabricants de pacemakers avec un petit appareil, une espèce de boîtier de communication sur la table de nuit du patient. Ça fait déjà 20 ans. Alors attendez, je me couche, j'ai un pacemaker. Exactement. À ce moment-là, quand je me couche, il va dialoguer en quelque sorte avec un petit boîtier qui est à côté pour dire, ben voilà, aujourd'hui c'est passé ça, ça, ça et ça, et ça remonte en fait dans le cloud. Ça va remonter dans le cloud des fabriquants. Et alors, ça existe depuis combien d'années ? 2002. Pour les premières générations, c'est incroyable. On n'en a quasiment pas entendu parler dans le... C'est l'un des premiers objets santé connectés, finalement. Exactement. C'est probablement un des objets santé connectés les plus innovants et les plus utilisés dans le monde aujourd'hui. Et ça a créé une opportunité, c'est-à-dire plein de données sur les patients, 200 variables qui remontent quotidiennement. Alors, vous avez dit qu'un tiers est éligible. En fait, la réalité, c'est que tous les patients sont éligibles, dès lors qu'ils ont un appareil, mais seulement 1 sur 3 est déjà surveillé, déjà suivi à distance. Et le suivi à distance, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet à ces données qui remontent de redescendre vers votre médecin. Et c'est là que l'opportunité devient un problème pour nous, les professionnels de santé, parce qu'on ne peut pas mettre 15 infirmières, 15 médecins pour regarder des données derrière un ordinateur. Implicity, c'est une société que j'ai créée il y a 10 ans pour résoudre ça, développer la technologie à travers une plateforme et de l'IA, des algorithmes, pour trier ces données, pour aller trouver les données qui sont importantes. Qui sont pertinentes. Et trouver l'aiguille dans la botte de foin pour aller justement permettre de mettre en place le traitement, de convoquer le patient, mais de tous ceux qui vont bien, on leur dit tout va bien, restez chez vous, et on n'a plus besoin de les voir en consultation autant qu'auparavant. Donc en quelque sorte, les patients sont suivis tous les jours, alors qu'autrefois, on téléchargeait les données tous les 6 mois, et parfois on se rendait compte qu'il y avait un problème. On a loupé quelque chose il y a 3 mois. Pas de bol. Donc, pour récapituler, on a un pacemaker, on se couche, les données passent par le boîtier, remontent dans le cloud. Vous récupérez ces données. Exactement. Vous allez les trier. Quand tout va bien, vous n'allez pas alerter en fait tous les professionnels de santé parce que évidemment ils ont autre chose à faire, d'accord ? Mais en revanche, dès que vous détectez des anomalies dans ces données-là, effectivement, elles arrivent aux soignants, en fait, donc, aux cardiologues. On est une société de technologie qui aide les soignants à travailler en essayant de leur faire gagner du temps, en essayant d'améliorer la prise en charge. Donc notre produit a été comparé aux solutions historiques des fabricants et on baisse la mortalité, on baisse les hospitalisations, on baisse les coûts. Donc incroyable. C'est incroyable. Mais alors comment arrivez-vous à baisser la mortalité en fait ? Alors si vous voulez, quand on se rend compte qu'il y a des problèmes chez certains patients, qu'il y a par exemple un trouble du rythme, à risque d'accident vasculaire cérébral, on peut mettre en place un traitement anticoagulant par exemple. D'accord. Donc finalement, l'information au bon endroit, au bon moment, avec le bon professionnel, c'est juste de la médecine à la fin. C'est appliquer des traitements qui sont connus. Mais cette organisation du système, elle nécessite quoi ? Elle nécessite que vous ayez une plateforme où tout arrive, parce qu'il y a 5 grands fabricants mondiaux de pacemakers. Le médecin ne va pas avoir 5 plateformes, forcément. Donc, il veut que tout arrive au même endroit. Mais il va falloir aussi regarder un petit peu le contexte de chaque patient. Chaque patient est différent. Donc, quels sont les traitements ? Vous voyez ? Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est une personne de 60 ans, quelqu'un d'âgé ? Donc tout ce contexte, forcément, va modifier la prise en charge. Alors donc vous disiez, vous avez 10 ans d'existence, vous avez quand même 110 000 patients aujourd'hui, vous travaillez avec environ 300 centres médicaux en Europe, mais aussi aux États-Unis. Si je comprends bien, vous êtes obligé de discuter en fait avec les fabricants de pacemakers et les clouds qui récupèrent toutes ces données en fait. Alors on récupère les données. Maintenant, vous savez que depuis RGPD, il y a la portabilité des données. Donc c'est-à-dire ces données, en fait, elles sont libres de droit. Ce sont des données des patients. Ils sont standardisées.
alors qu'ils sont plus ou moins standardisés, il y a un énorme boulot pour les récupérer et puis les mettre dans la bonne forme, parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un petit peu comme en radiologie, vous avez les scanners qui communiquent avec les imprimantes d'une autre marque, sauf que nous, c'est un milieu un peu moins mature. Mais finalement, vous avez raison de dire, on est dans cette logique, on échange avec les professionnels, on échange avec les fabricants, et on fait un petit peu la plateforme centrale qui va permettre aux données des patients d'arriver au médecin du patient. C'est le même problème en France, en Allemagne, dans les autres pays d'Europe et aux États-Unis. C'est partout la même chose. D'accord. Et donc, on est très fiers d'avoir énormément de centres. Plus d'un patient sur 2 télésuivi avec son pacemaker en France. Désormais, son médecin utilise notre solution, généralement, que ce soit à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Institut de Mutualisme Montsouris, à l'hôpital privé Jacques Cartier. Enfin, voilà, on a tout un tas de clients en France. Mais au-delà de ça, ce qu'on fait, qui est différenciant, je pense, c'est qu'on développe des algorithmes avec des données françaises qu'on exporte aux États-Unis, donc il faut obtenir tous les tampons, l'FDA clearance, le marquage CE, etc. Et ces algorithmes, au-delà de faire gagner du temps, vont essayer d'aller prédire, donc non seulement organiser toutes ces données, les trier comme vous disiez, mais aussi détecter à l'avance un événement susceptible de se produire. Arnaud, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle tous les soirs d'IA dans cette émission. Vous avez cité le mot algorithme. Est-ce que justement l'intelligence artificielle est quelque chose que vous utilisez depuis longtemps? Parce que justement pour trier toutes ces informations que vous avez, trier le bon grain de livret, comme on dit, ça nécessite de l'IA. Ça nécessite toute forme d'IA. Maintenant, on parle beaucoup des modèles génératifs, l'IA fondamentale, mais j'ai envie de vous dire, ça peut être un système très simple, il y a beaucoup bien sûr de systèmes à base d'apprentissage machine. Implicity a eu la chance d'être une des premières sociétés en France à accéder au Health Data Hub, qui est ce dépôt national, en tant que société privée. Et on a été capable donc de pousser les données chez eux, c'est pas chez nous, pour entraîner nos modèles et pour faire un algorithme qui prédit les hospitalisations chez les patients, algorithme qu'on est en train de déployer dans certains grands hôpitaux américains, universitaires, après avoir eu l'approbation de la FDA. Preuve que l'excellence française en médecine, extrêmement connue, en cardiologie en particulier, mais aussi dans tout ce qui est développement d'algorithmes, existe. Et là où, sur des modèles généralistes, on voit bien que Mistral va être peut-être un tout petit peu à la peine, mais on leur souhaite de continuer à se battre par rapport à OpenAI et Anthropic. En santé, on a quand même une vraie expertise française. Vous avez vu, Glimmer a été racheté il n'y a pas très longtemps. C'était un des leaders sur la radiologie. On a eu Cardiologues en France. On a énormément de sociétés comme la nôtre qui développent des algorithmes d'IA. Et je dirais que maintenant, il faut arriver à faire émettre des géants avant le rachat, pour rester des boîtes souveraines françaises. Voilà, alors on salue votre succès et c'est formidable. J'avais une question qui était... On fait un petit peu un pas de côté sur Implicity, mais vous posez une question en tant que cardiologue. Est-ce que l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser énormément de secteurs, on le voit, même dans le domaine médical, radiographie, dermato, ophtalmologie, enfin voilà, est-ce que la cardio aussi est impactée par l'IA et est-ce que ça change votre métier? L'IA est partout. Toutes les modalités où vous avez de l'image, un signal déjà préenregistré, ce qui est le cas avec les pacemakers, est très accessible à l'IA parce que vous avez énormément de données. Donc, cardiologue, c'était de l'électrocardiogramme. Vous en avez un derrière vous sur l'écran. Ça, on voit bien que c'est de la donnée digitalisée, donc c'est très facile. Le vrai enjeu pour les sociétés comme nous, c'est l'accès au marché, comme toujours. C'est d'arriver à prouver que cette IA, elle est efficace. Je vous ai dit, nous, on a fait une énorme étude clinique en France sur 75 000 patients pour montrer que ça baisse la mortalité, les hospitalisations, que ça baisse les coûts. Mais malgré ça, je dirais, c'est toujours très compliqué d'aller au bout du remboursement et de l'accès au marché, du remboursement par la sécurité sociale. On est une société medtech, comme vous aviez dit. Oui. Donc, vous êtes remboursé par la sécurité sociale. Nous sommes remboursés par la sécurité sociale. C'est rare pour une innovation technologique. Alors, c'est rare et en même temps très classique dans le medtech. Normalement, quand vous avez prouvé que ça fonctionne. On est remboursé et en même temps, on attend des remboursements depuis 600 jours qu'on verra peut-être arriver en fonction de la cohérence. Écoutez, l'appel est lancé, là. Ils sont pas tout à fait... Oui, ils mettent un peu de temps à rembourser, c'est ça? Ça va venir. Oui, ça va venir. Autre question. En tant que cardiologue, on voit l'arrivée massive de montres connectées. Apple Watch, les Garmin, etc., etc. Enfin, tous ces appareils qui mesurent la fréquence cardiaque, qui font des électrocardiogrammes, voilà, Tim Cook, de temps en temps, tweet en disant, voilà, j'ai eu encore le témoignage d'un client qui portait une Apple Watch dont la vie a été sauvée parce que l'Apple Watch a détecté une défaillance cardiaque.
Quel est votre point de vue là-dessus ? Écoutez, c'est utile. Alors, la plupart des gens qui ont une Apple Watch sont en bonne santé, proportionnellement. Là, on en a un vrai besoin chez les patients les plus fragiles. Donc les plus âgés. Qui, eux, ne portent pas paradoxalement. Ce ne sont pas ceux qui les portent une le Apple plus, Watch. Mais les choses évoluent. Nos aînés ont des smartphones. C'est sûr. Alors le pacemaker, le gros avantage, il est à l'intérieur, il dure 10 ans. Pas besoin de le recharger sur la table de nuit tous les soirs. L'Apple Watch, c'est 24-48 heures si vous payez un petit peu le modèle premium. Ouais. Donc, gros avantage. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Et d'ailleurs, nous intégrons ce type de dispositif. Est-ce que vous pensez que demain, on aura tous des comment dirais-je, des petits garde-fous comme ça technologiques, des petits capteurs J'en suis convaincu. Et ça ne sera pas mal, parce qu'on oubliera qu'on les a. Mais le plus important, ça n'est pas d'avoir le capteur, c'est d'avoir l'intelligence derrière. C'est d'avoir le médecin qui vous surveille, plus exactement qui vous suit. J'aime pas le mot de surveillance. Oui. Il vous suit. Bienveillant, il est bienveillant. Et il suit intervient quand il le faut. Quand il le faut. Et c'est ça le plus important. Donc nous, on essaye de développer cette intelligence dans les algorithmes avec des données. Est-ce que les passerelles se font bien ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, un client qui a une Apple Watch, comment faites-vous pour avoir ces données ? Il est obligé lui-même, de son propre chef, de vous les envoyer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi fluidifier cette relation entre la machine et votre profession, tout en, évidemment, on ne va pas vous alerter à chaque fois que j'ai on va dire une accélération cardiaque, mais que là encore, et peut-être grâce à Implicity, notre métier d'être alerté. Oui, et peut-être que grâce à Implicity, vous pourriez aussi récupérer des données on va dire, d'objets plus traditionnels. C'est ce qu'on fait. On récupère des données de balance connectée, de smartwatch. Okay. Donc vous avez tout à fait raison. Je pense que ce qu'il faut, c'est deux choses. Que ça soit plus fluide, mais en réalité, maintenant qu'il y a la portabilité, il n'y a pas forcément besoin que le patient les envoie. D'accord. On peut brancher tout ça. Et deuxièmement, il y a besoin que les équipes médicales aient les ressources pour être la tour de contrôle, prévenir la bonne personne et vous faire signe quand il y a besoin. Merci beaucoup, passionnant tout ça. Merci Arnaud Rosier. Merci François. Cardiologue et président et cofondateur d'Implicity. Il est 20h48, petit détour maintenant du côté de la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Et Raphaël Raffray nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Journaliste à BFM Tech bien sûr, et direction la Corée du Sud ce soir, où la grève chez un géant de la tech pourrait bien menacer un maillon clé de la chaîne mondiale de l'intelligence artificielle. Et oui François, ça fait désormais plusieurs jours que la Corée du Sud est au cœur d'un conflit social susceptible de perturber, en tout cas une partie de l'économie mondiale liée à l'intelligence artificielle. Alors pour cela, il faut se tourner vers Samsung Electronics, où les négociations salariales entre la direction et le principal syndicat ont échoué. Résultat, une grève de 18 jours qui doit débuter ce 21 mai, avec au total plus de 50 000 salariés susceptibles de suivre le mouvement. Et cette fois donc, ce n'est pas seulement les smartphones ou les téléviseurs qui sont en jeu, mais aussi les composants essentiels à l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle central de Samsung dans cette chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA. Ces usines produisent notamment des puces mémoire très importantes utilisées pour les modèles d'IA générative. Or, ce marché est ultra concentré et déjà sous forte tension. Alors, dans ce contexte, la moindre perturbation peut déséquilibrer l'ensemble de la filière. Et concrètement, quelles peuvent être les conséquences en fait de cette grève ? Parce que je crois qu'elles sont monstrueuses. Oui, alors elles peuvent être déjà très nombreuses et très rapides pour les fabricants de puces électroniques, pour les processeurs graphiques et pour les data centers notamment qui dépendent du géant coréen. Une baisse de la production chez Samsung suffirait à provoquer des retards en série, en cascade dans toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les marchés, eux, ont déjà commencé à intégrer ce scénario. L'action de Samsung recule, tandis que celle de ses concurrents, paradoxalement, progresse, portée par l'idée de récupérer quelques clients. D'un point de vue économique aussi, les prévisions se dégradent. Le syndicat, à l'origine de la grève, estime que le coût potentiel de l'IA pourrait être estimé à 17 milliards, un chiffre qui est rejoint par JP Morgan, la banque américaine, qui évalue l'impact sur l'entreprise entre 15 et 18 milliards. Donc ce sont des chiffres qui convergent et qui inquiètent les hautes sphères du pouvoir à Séoul. Le gouvernement tente aujourd'hui d'éviter toute escalade, notamment avec une médiation d'urgence qui a peu de chances d'aboutir. Voilà, on est peut-être à l'aube d'un vrai clash en fait. On l'espère pas, mais on va voir. En tout cas, la réponse ce sera le 21 mai. Merci beaucoup Raphaël. Raffray, journaliste à BFM Tech. Allez, on va prendre la mer un peu en avance. On va parler de la Roue du Rhum qui débutera le 1er novembre prochain avec notre invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Ambrogio Beccaria sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Ambrogio. Ouais, bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous êtes skipper de l'IMOCA alla Grande Mapei. Mapei ou Mapei Mapei, voilà. Ouais. Vous êtes italien. On va s'en rendre compte avec le délicieux accent que vous avez. C'est vrai qu'on a dans l'imaginaire une notion de route du Rhum très française, mais en fait c'est une course européenne et vous en êtes le parfait exemple parce que vous avez déjà concouru en 2022. Vous êtes arrivé deuxième, je crois, en classe 40 avec votre bateau à la Grande, Pirelli. Et vous allez remettre le couvert, puisque rappelons-le, la route du Rhum c'est tous les 4 ans. Ça sera donc le départ le 1er novembre 2026. Et vous êtes avec nous parce que eh bien, vous allez parler de votre IMOCA qui est souvent, en fait, on se rend compte, on en parle régulièrement, en fait, cette route du Rhum, c'est aussi une démonstration technologique de ce qu'aujourd'hui on peut faire avec un bateau dans le monde de la tech. Et vous en êtes le parfait exemple. Et merci d'être venu ce soir pour nous expliquer un petit peu comment votre métier évolue, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes skipper, mais vous devez aussi avoir des connaissances de tech, non ? Oui. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup d'essayer d'expliquer le mieux possible ce qu'on fait en mer, parce que c'est quand même un sport assez étrange, parce que nous, là, quand on est à bord, on est vraiment un peu seul. Il n'y a pas le public qui nous regarde. Et du coup, pour expliquer effectivement ce qu'on fait, bah, c'est sympa de pouvoir avoir l'occasion de le faire. Le skipper a toujours été une figure qui doit savoir faire beaucoup de choses. Et la technique, ça a été toujours quelque chose qui a animé les skippers depuis toujours. Par contre, la technique évolue énormément. Du coup, on doit savoir sûrement réparer le bateau parce que quand on est en solitaire et on est au milieu de l'océan, il faut s'en sortir tout seul. Oui. Mais il faut aussi, pour performer le mieux possible, être à jour sur toutes les technologies possibles. Du coup, c'est pour ça que, bien sûr, les bateaux, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est devenu des bateaux assez complexes parce que c'est des bateaux qui s'avolent, on dit grâce à ces grands foils. Ouais. Et du coup, pour réussir à atteindre ce type de performance, il faut savoir utiliser plein de technologies qui nous aident à performer, mais aussi à être plus fiables. Par exemple, dans les conditions qu'on regarde là dans la vidéo, c'est des conditions dans lesquelles on sait qu'on est à limite un peu d'utilisation de certaines pièces du bateau. D'accord. Parce qu'il y a trop de charges, trop d'efforts. Et par contre, du coup, il faut savoir à quel moment il faut... Et là, vous avez des indicateurs, vous avez des capteurs qui vous disent attention, on est limite de, je sais pas moi, de casser quelque chose ou pas. Exactement. On a différents types de capteurs. Ouais. Par exemple, là, si on parle de charges, on peut avoir des capteurs qui sont des load pins, du coup c'est des axes instrumentés qui lient la charge sur les câbles. En ce moment, par exemple, on peut lire la charge sous les haubans, que c'est les câbles qui tiennent les mâts. D'accord. Et du coup, ils nous disent à quel moment le mât il peut s'effondrer, parce qu'il y a un moment, si on va trop loin dans la puissance qu'on met dans les voiles, le mât il peut pas tenir. Ou alors, on a aussi d'autres technologies comme la fibre optique. Et du coup, c'est des longs câbles qu'on vient strater, du coup, vient vraiment coller le long des foils, par exemple, ou des safrans, ou alors même dans le fond coque. Mais par exemple, sert à quoi la fibre ? La fibre optique, en gros, c'est un signal lumineux qu'on fait passer dans la fibre en fonction de la déformation. C'est la même fibre qu'on a à la maison qui nous permet d'avoir Internet. Et du coup, nous, on peut mesurer en gros la déformation de cette pièce grâce à la fibre optique. Ouais. Et vous qu'on vole sur des appendices très petits comme les foils, du coup, le bateau, là, on va dire que le foil tient plus ou moins 10 tonnes. Il doit pas porter 12 ou 13, parce que ça peut arriver si on met beaucoup de contraintes dans les voiles, qu'on met trop d'efforts dans le foil. Mais comment la tech a bouleversé votre métier finalement ? Alors vous êtes un jeune skipper, mais j'imagine qu'il y a ne serait-ce que 20 ans en arrière, est-ce que c'était le même job ou est-ce que finalement il a tellement évolué grâce à la tech ? Parce qu'aujourd'hui la tech elle est dans la manière dont vous dessinez ces bateaux pour qu'ils aillent le plus vite possible. Carrément. Pour moins consommer de gasoil, parce que vous en consommez un peu quand même aussi, pour aller plus vite, pour communiquer, pour retransmettre tout ce que vous vivez, parce que c'est ça qui est dingue aujourd'hui. Oui, il y a des qualités de vidéo incroyables. Je dirais que c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas un domaine de la vie de tous les jours qui n'a pas été bouleversé par le développement technologique qu'on a tous vécu.
Si moi, je pense à comment j'ai fait moi à l'école, c'est très, très différent de ce qu'ils font aujourd'hui à l'école. Du coup, effectivement, il n'y a pas un domaine qui n'a pas été bouleversé. Mais par contre, les skippers de l'époque, comme je disais tout à l'heure, c'était quand même déjà un peu des geeks de la technique. Déjà très intéressés par tout ce qui était technique. Parce qu'un bateau, même si on pense que c'est quelque chose de simple, parce que ça nous peut-être arrivé de voir un bateau au port et ça a l'air facile, on va dire, pas très différent d'une voiture, mais pour la mer. Ou alors, si on fait un dessin, on demande à un gamin de faire un dessin qu'il est... c'est pas impossible qu'il dessine un bateau. Mais en vrai, un bateau, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi, pour une image qui fait comprendre la complexité d'un bateau, pour moi, c'est dire que c'est un avion, même plus complexe, parce que nous, on a plus d'ailes dans deux fluides différents. Tu vois, dans l'eau, dans l'air, on doit Bien aussi avoir toutes ces choses que les avions n'ont pas. Du coup, forcément, c'est un domaine très, très complexe. Et on utilise beaucoup de technologies pour essayer de la traduire en quelque chose de plus facile, quoi. Ambrodio, on parle beaucoup de voitures autonomes. On parlait tout à l'heure d'Elon Musk avec son robotaxi. Il y a de plus en plus de véhicules qui roulent tout seuls. Est-ce que aujourd'hui, un bateau comme votre IMOCA navigue tout seul ? Ça, c'est une bonne question. Alors, on va dire qu'il pourrait. Il pourrait ? Il pourrait, oui, pourquoi pas. C'est pas... Je veux dire, on fait des choses... Mais c'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton et vous le laissez faire. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Aujourd'hui, il ne le fait pas dans le sens qu'il y a plein de choses qu'on est obligé de faire manuellement. Par exemple... Mais par rapport à la réglementation de la route du Rhum, ou parce qu'il faut le faire, en fait, parce que vous êtes obligé de le faire? Non, par rapport à la réglementation qu'on a mis en place. Vous pourriez mettre encore plus de tech dans le bateau. Ah oui, énormément. Et vous seriez presque spectateur de la technologie, finalement. Oui, mais au final, ça, j'utilise l'exemple des échecs pour expliquer ça. L'échec, le jeu. Ça fait des années que les ordinateurs ils sont plus forts que les humains. Mais c'est pas pour ça qu'on ne joue plus aux échecs. D'ailleurs, c'est même maintenant que les échecs qui sont les plus suivis, et les plus intéressants et les plus intrigants, même si on sait que techniquement, on a créé des machines qui le font mieux que nous. Et c'est peut-être vrai aussi qu'il y a des ordinateurs qui feront mieux des bateaux que nous, on va dire. C'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense que si on met une équipe à le développer, c'est peut-être faisable, mais c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est aussi le raconter, le vivre à travers un humain, quoi. Sinon, ça nous intéresserait pas. Le fait que vous soyez connecté maintenant en haut débit, alors je ne sais pas, vous avez Starlink? C'est Starlink aujourd'hui qui a On a aussi Starlink, Voilà. Ça vous rassure en fait? Est-ce qu'on a moins peur quand on est tout seul comme ça, au milieu de nulle part avec la connectivité ou pas? Ça, c'est une bonne question. Non, c'est vraiment pas une question de peur parce que moi, j'ai commencé ce sport dans une classe qui s'appelle Mini 50. C'est des petits bateaux de 6,50 m où c'est interdit d'avoir le téléphone à bord. Même le téléphone portatif normal, je veux dire. Vous avez été élevé à la dure, en fait. On a été élevé à la dure, mais en vrai, en mer, on a un dispositif qui est un cas d'urgence. C'est un balise de détresse qui, bien sûr, elle est satellitaire. Et n'importe où on est dans le monde, si on déclenche ça, il y a les secours en mer qui se mettent en place pour sauver. Et on sait exactement où vous êtes. On sait où on est et tout ça. Et en fait, ça nous suffit pour bien sûr. savoir. Parce qu'il faut quand même savoir aussi que quand on part en mer, on ne peut pas non plus partir en se disant si ça va être compliqué, je vais appeler quelqu'un pour m'aider. Parce que quand même, les gens qui viennent nous sauver, c'est aussi les mettre en danger. Non, mais par exemple, bosser, recevoir des emails, répondre à des emails, je sais pas, moi, discuter avec votre famille, etc. C'était pas mal quand on était obligé de pas avoir le téléphone au final. Parce qu'on se rend compte Vous que c'est regrettez justement cette... Non, je le regrette pas parce qu'en vrai, j'adore pouvoir partager ce que je vis avec la Terre. Mais effectivement, je me rends compte que c'était un privilège parce que ça arrivera plus jamais dans ma vie, quoi, d'être déconnecté.
On vous souhaite une très bonne route du Rhum. Voilà, rendez-vous le 1er novembre prochain. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ambrogio, d'être passé nous voir. Skipper de l'IMOCA, donc à la Grande des Mapei. Évidemment, la tech est partout maintenant dans ce type de bateau. Merci beaucoup. Pour terminer ce Tech & Co, en ce lundi, merci de nous avoir suivis. On sera là demain, bien évidemment, 19h30 en direct à la radio, à la télé, le replay et podcast de cette émission qui vous attend dans quelques minutes. Très belle soirée, à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming.